他们一上来，其实我的注意力马上就在他们。还有人呢，就是真是想堂堂正正。那个师傅一直就是教导我。The resolution on Falun Gong went through。他们经常骚扰这个美国地方官。没有什么压抑的，那个当时是很平静。Le 28 octobre 1999, un groupe de pratiquants chinois de Falun Gong a organisé une conférence de presse secrète dans cette salle de conférence d'un hôtel de la banlieue de Pékin. Les correspondants des principaux médias internationaux tels que l'Associated Press, Reuters, l'AFP et le New York Times étaient présents. Ils ont reçu une invitation le jour même et ont été dirigés vers le lieu de la conférence. Des rumeurs circulaient depuis début octobre que le Congrès national du peuple allait étiqueter le Falun Gong de secte maléfique. Les pratiquants de Falun Gong ont eu le cœur lourd en entendant cette nouvelle. De nombreux pratiquants de Falun Gong se sont réunis à Pékin. Nous nous sommes tous sentis obligés d'informer le monde extérieur. S'il vous plaît, regardez, il vous menotte comme ça, cette main est placée ici comme ça. Après vous avoir menotté, il vous pousse vers le sol. Parmi les 30 pratiquants qui ont assisté à la conférence de presse, certains étaient des policiers ayant renoncé à leurs fonctions, d'autres de simples paysans avec leurs enfants expulsés de leur école parce que leurs parents pratiquent le Falun Gong. Certains avaient fait appel pour le Falun Gong plus de 10 ou 20 fois et comprenaient le risque lié à ce genre de conférence de presse en Chine. Tout le monde était conscient que ce soit les journalistes, soit des policiers allaient se présenter, mais personne n'avait peur. Tout le monde a gardé son calme et les journalistes sont arrivés. Le soir même, l'Associated Press et Reuters ont diffusé l'information dans le monde entier et le New York Times a publié des photos de la conférence en première page le lendemain. Ce fut une première occasion pour la communauté internationale d'être informée de la persécution qui avait lieu en Chine et de ce groupe de pratiquants persécutés. Ces disciples qui ont ouvert le chemin et qui sont sortis en premier pour clarifier la vérité, derrière leur réussite, il y a un parcours inoubliable et extrêmement ardu. Pour ces élèves de Falun Gong à l'époque, ce parcours difficile semble aussi avoir une signification particulière. Au début et pendant longtemps, de nombreux pratiquants croyaient que la décision du gouvernement concernant le Falun Gong était due à une méconnaissance de la méthode. Ainsi, beaucoup ont écrit à Jiang Zemin et aux dirigeants du PCC central, expliquant comment ils avaient personnellement bénéficié de la pratique. Dans le même temps, un nombre encore plus grand de pratiquants se sont rendus à Pékin pour faire appel en personne. Il était difficile pour ces pratiquants de trouver un logement. De nombreux hôtels et auberges de Pékin affichaient des panneaux comme celui-ci. Le Falun Gong était un sujet sensible et dangereux pour les habitants de Pékin. Non, nous ne savons rien, nous ne l'avons jamais pratiqué, nous sommes ici depuis des années. Ce reportage spécial d'une chaîne australienne documente les difficultés rencontrées par les pratiquants de Falun Gong pendant cette période. Certains d'entre nous vivaient dans la rue. Certains logeaient dans des auberges. Certains restaient dans des endroits vraiment sales, toutes sortes d'endroits, dans les rues ou dans des tunnels souterrains. Je l'ai suivi et finalement nous sommes arrivés à l'endroit où les pratiquants de Falun Gong logeaient. La construction du bâtiment n'était pas terminée. Il n'y avait que des fenêtres, mais ni chauffage, ni poêle. C'était un appartement ordinaire avec une chambre à coucher. Il y avait des nattes sur le sol du salon et des couettes soigneusement pliées dans un coin de la pièce. Les hommes pratiquant le Falun Gong occupaient le salon, tandis que les femmes occupaient la chambre à coucher. Juste à côté de la porte, il y avait un énorme journal par terre où ils gardaient des petits pains cuits à la vapeur déjà secs et du réfort mariné, que je n'avais pas vu ni mangé depuis que j'étais petite. Plus tard, j'ai appris qu'ils gardaient le minimum pour leur vie quotidienne. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas d'argent car ils n'avaient plus de domicile fixe. Certains ont reçu un peu d'argent de la part d'autres disciples de Dafa. Et d'autres ont apporté toutes leurs économies avec eux. Ainsi, ils voulaient s'assurer que leur argent soit dépensé pour ce qu'ils voulaient faire, qui était d'aller à la place Tiananmen ou au bureau d'appel.
En général, on fait appel en personne ou par lettre. La constitution chinoise prévoit que les citoyens chinois ont le droit de poursuivre, de se plaindre ou de dénoncer les organismes d'État et les responsables gouvernementaux. Depuis le début des années 1980, les bureaux d'appel à tous les niveaux ont vu leur réglementation améliorée et leurs responsabilités mieux définies. Ces bureaux doivent agir au nom du gouvernement pour traiter les lettres d'appel, recevoir les visites, accepter les remarques du public et défendre les droits et les intérêts des personnes qui font appel. Toutefois, lorsque les pratiquants de Falun Gong sont venus à Pékin pour faire appel après juillet 1999, leurs expériences ont été totalement différentes. Les deux bureaux centraux d'appel du Conseil d'État et du Comité central du PCC étaient initialement situés l'un à côté de l'autre. Plus tard, ils ont déménagé de la rue Fuyou vers les douves au sud. Ensuite, des policiers en civil, envoyés par diverses autorités provinciales ou locales, sont apparus à l'entrée de la rue. C'était comme si les bureaux d'appel avaient été remplacés par le bureau de la sécurité publique. Ils nous ont arrêtés et placés dans un centre de détention pendant 1 mois. À cette époque, sous les manigances et la pression du bureau 610 central, qui est le bureau chargé d'éradiquer le Falun Gong, les provinces, villes, districts et même comités de quartier ont tous créé une branche du bureau 610 avec du personnel dédié. On leur a octroyé les droits d'outrepasser la juridiction locale ainsi que les établissements de la justice et de suivre les ordres directs du gouvernement central. En août, les gouvernements locaux ont reçu ce qu'on appelle l'ordre absolu. Les dirigeants des gouvernements locaux prendraient l'entière responsabilité si un pratiquant de Falun Gong parvenait à faire appel à Pékin. Une persécution de grande envergure à l'échelle nationale avait commencé. À Pékin, le gouvernement du district de Fangshan a envoyé de force 52 pratiquants qui avaient fait appel à l'hôpital psychiatrique de Zhoukoudian. À Changchun, dans la province du Jilin, le responsable de l'enregistrement des ménages a été licencié par le bureau de la sécurité publique de Changchun parce qu'il a confirmé la date de naissance de M. Li Hangzhe aux médias étrangers. Une mine de charbon de la province du Liaoning a exigé que les pratiquants de Falun Gong, refusant d'abandonner leur pratique, ne soient pas qualifiés pour recevoir des promotions et des augmentations de salaire. Dans la ville de Weifan, province du Shandong, une autorité d'un village de banlieue n'a pas seulement volé tous leurs biens aux pratiquants qui avaient fait appel, mais a également muré le salon de coiffure qu'ils possédaient. 2 enseignantes d'une école privée dans les montagnes de la province du Sichuan qui s'étaient rendues à Pékin pour faire appel ont été immédiatement arrêtées après avoir été rapatriées et ont été condamnées à une amende de 40 000 yuan. Le gouvernement a supprimé la prime de 30 000 yuan versée à leur école parce que l'école n'avait pas réussi à empêcher ses employés de se rendre à Pékin pour faire appel. Davantage de pratiquants ont été brutalement battus et maltraités. Le 10 octobre 1999, une nouvelle terrifiante est arrivée du district de Zhaoyuan dans la province du Shandong. Une femme de 42 ans du nom de Zhao Xinhua travaillait dans un champ. La police de la ville de Jiangxing l'a enlevée. Comme elle refusait d'abandonner la pratique du Falun Gong, les policiers l'ont battue avec des matraques et des bâtons en caoutchouc et l'ont soumise à des décharges électriques pendant 10 jours. Zhao Xinhua est morte le 7 octobre. Il s'agit du premier cas de décès dû à la persécution, après le début de la répression. Après avoir entendu la nouvelle, les pratiquants en dehors de Chine ne pouvaient pas rester sans rien faire. Les pratiquants étaient très inquiets de savoir ce que nous pouvions faire pour aider les pratiquants en Chine. Nous avons décidé de nous rendre au siège de l'ONU. Ainsi, de nombreux pratiquants de toutes les régions des États-Unis sont venus à New York. Le gouvernement a pris des mesures extrêmement répressives. Si la situation continue à s'aggraver, on peut imaginer les pires situations que personne ne souhaite voir. À l'époque, aucun d'entre nous ne savait quoi faire. Certains envisageaient d'organiser des conférences de presse, d'autres pensaient même à une grève de la faim ou à des actions qui pourraient vraiment attirer l'attention. On tâtonnait pour savoir comment faire. À l'époque, je me souviens, un membre du personnel de l'ONU nous a demandé « Savez-vous qui paie le salaire de Kofi Annan? N'est-ce pas le régime chinois? Quoi que vous disiez, cela se fera-t-il vraiment ?» Bien sûr, ces paroles étaient extrêmes, mais c'était un fait avéré. Personne n'écoutait ou ne pouvait vraiment faire quoi que ce soit.
Après la fin de la guerre froide, les confrontations entre l'Est et l'Ouest sont devenues une chose du passé. La scène internationale s'est transformée en un marché mondial. Les intérêts économiques sont devenus la force motrice dominante. Avec un marché potentiel de plus d'1 milliard de personnes, la Chine a vu son influence internationale augmenter. Voici un programme d'information chinois sur une chaîne de télévision publique américaine à Washington, D.C. en 1999. À l'époque, CCTV, le média d'État chinois, était en mesure de diffuser sa propagande au grand public américain par satellite et par télévision câblée locale. Dans le même temps, les ambassades ou consulats chinois dans divers pays ont organisé de nombreux séminaires et conférences de presse pour condamner et critiquer le Falun Gong. En septembre de la même année, lors de la 7e réunion informelle des dirigeants de la coopération économique Asie-Pacifique, l'APEC, qui se passait en Nouvelle-Zélande, Jiang Zemin a personnellement distribué une brochure calomniant le Falun Gong au président américain Bill Clinton et à 19 autres chefs d'État. Le 25 octobre, dans une interview écrite par Le Figaro en France, Jiang Zemin a publiquement qualifié le Falun Gong de secte perverse pour la première fois. Cependant, Jiang Zemin, le président de la RPC à l'époque, n'avait pas l'autorité pour faire une telle déclaration selon la constitution chinoise. Concernant cela, le Washington Post, dans son article du 12 novembre, a cité une nouvelle venant de l'intérieur du PCC. Le Politburo n'a pas accepté à l'unanimité la répression du Falun Gong. Il s'agit de l'ordre personnel de Jiang Zemin. C'était sa volonté personnelle. Ce fut la plus grande erreur de Jiang Zemin au cours de ses 13 ans d'administration. Avec ce méfait, Jiang Zemin a commis la plus grande injustice de l'histoire de la Chine. On ne connaît pas exactement le nombre de disciples de Falun Gong à l'époque. On dit qu'il y en avait des dizaines de millions. Supposons qu'il y avait 10 millions de disciples du Falun Gong à cette époque. Les actions de Jiang auraient désigné 10 millions de personnes comme des ennemis, à moins d'arriver à les faire renoncer à leurs croyances. Nous sommes allés rendre visite au fondateur de cette organisation de défense des droits de l'homme, un gentleman respectable de 70 ans. C'est la personne que nous espérions rencontrer. À la réunion, après avoir parlé avec lui pendant une demi-heure, il a dit « Qu'est-ce que vous voulez en fin de compte ?» Alors, je lui ai raconté le traitement injuste que l'on a eu pendant une audience. Et il a dit « Eh bien, pour être tout à fait honnête avec vous, nous avons de la sympathie pour vos droits de l'homme, parce que c'est notre travail. » Mais il a dit « Personnellement, nous pensons que vous êtes une bande de... » Laissez-moi reformuler. Les gens comme moi pensent que vous êtes une bande de cooks. Aux États-Unis, le mot cook veut dire quelqu'un de bizarre, de pas normal, de zinzin. Il n'avait jamais rencontré un seul élève de Falun Gong, mais il avait entendu des choses. À la fin, il a dit « Allez-vous-en, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai jamais été chassé de cette façon d'un bureau. Surtout, c'était choquant de penser que c'était là le plus grand organisme des droits de l'homme au monde. » Face à une force de répression aussi gigantesque, contrôlée par la volonté d'une seule personne et utilisant l'ensemble de l'appareil d'État, de nombreux pratiquants de Falun Gong ont choisi d'agir face à l'adversité comme de véritables pratiquants qui cultivent dans un fa juste une loi juste. D'après ces images prises à l'époque, on peut voir sur chaque visage la sérénité et la fermeté. Voici Wang Chan. Il travaillait au siège de la Banque populaire de Chine. Dès que la répression a commencé en 1999, Wang Chan a immédiatement envoyé des documents clarifiant la vérité sur le Falun Dafa aux gouvernements provinciaux et municipaux dans tout le pays, ce qui a suscité de vives réactions. Il a également écrit à Jiang Zemin pour clarifier la vérité sur le Falun Gong et lui a demandé d'arrêter de commettre des crimes. Cependant, Jiang Zemin a personnellement ordonné de le faire emprisonner pendant 3 mois. Wang Chan a été renvoyé de son travail et a été contraint d'errer dans le pays pour échapper à la persécution. Contre une telle adversité, il est resté fidèle à sa croyance dans le principe authenticité, bienveillance, tolérance. Il a dit un jour à ses compagnons de cultivation « Peu importe la gravité de la persécution, nous suivrons toujours les enseignements du maître. Personne ne pourra jamais nous ébranler. » Au cours des 3 années suivantes, il a voyagé dans plus de 10 provinces et villes, mettant en place des canaux d'information entre les pratiquants locaux et le site Minkrui. Cela a permis à d'innombrables
d'innombrables personnes en Chine et à l'étranger d'apprendre les faits concernant la persécution. Mais dans l'après-midi du 21 août 2002, Wang Chan a été arrêté à la gare routière du district de Lianshan, dans la province du Shandong. 7 jours plus tard, Wang Chan a été battu à mort dans le centre de détention de la ville de Xining à 39 ans. Parmi les pratiquants de Falun Dafa, il y en a beaucoup comme Wang Chan, qui ont le courage de dire la vérité sans craindre la mort. Le 29 novembre 1999, l'agence centrale du bureau 610 a tenu la conférence sur la situation du Falun Gong qui a révélé que depuis le 20 juillet, les bureaux d'appel à tous les niveaux à Pékin arrêtaient les pratiquants de Falun Gong sans arrêt tous les jours. Plus de 35 000 pratiquants avaient été arrêtés. Au moment où les pratiquants de Falun Gong en Chine subissaient une énorme souffrance et pression, ils ont changé graduellement l'environnement et le cœur des gens. Pendant ce temps, les élèves en dehors de la Chine ont aussi trouvé toutes les occasions possibles pour permettre au plus grand nombre de personnes de connaître la réalité de la persécution. Le 29 novembre 1999, l'OMC a tenu sa 3e conférence ministérielle aux États-Unis. Plus de 5000 délégués et journalistes de 135 pays membres se sont réunis à Seattle. Contrairement aux foules de manifestants très excités et bruyants, il y avait un groupe de personnes calmes et pacifiques qui se distinguaient. Ils ont utilisé leur propre congé pour participer à cet événement à leurs propres frais. Nous avons accumulé nos congés de toute l'année, lors des fêtes de Noël et de Thanksgiving. Nous avons accumulé les congés pour participer aux activités. Lorsque nous voyageons, nous logeons chez les pratiquants locaux si on les connaît bien. Sinon, nous essayons de trouver un hôtel bon marché. Nous ne faisions pas les difficiles concernant l'hébergement. Lorsque nous étions en Chine, nous utilisions nos économies pour fabriquer des documents clarifiant la vérité. Depuis que nous sommes à l'étranger, nous sommes allés au Canada, en Suisse, en Suède et en Europe, ainsi que dans de nombreuses villes des États-Unis. San Francisco, Los Angeles, Houston, Chicago, Boston, etc. Nous nous rendons partout où il est nécessaire de clarifier la vérité. À l'époque, les actions des pratiquants étaient considérées par certains comme stupides, comme le combat de David contre Goliath. Certains les accusaient même de s'impliquer dans la politique et de semer le trouble. Cependant, tous ceux qui avaient vécu ces épreuves disaient « Si on n'avait pas la croyance droite dans le principe authenticité, bienveillance, tolérance, si on n'était pas de véritables pratiquants, on n'aurait pu faire aucune de ces choses. On n'aurait absolument pas pu continuer. » Je me souviens très bien qu'à cette époque, les voix des pratiquants en Chine ne pouvaient pas être entendues, peu importe la persécution qu'ils subissaient. Au moins, ici, les gens pouvaient nous entendre, peu importe ce qu'ils allaient en faire. J'étais parfois timide et je ne voulais pas apparaître en public, mais je pensais que je devais le faire. Quand j'ai réalisé que je parlais au nom des 100 millions de pratiquants en Chine, j'ai eu le courage de m'exprimer. Grâce aux sacrifices et aux efforts persévérants des pratiquants, la situation a commencé à changer. Le 18 novembre 1999, c'était un jeudi et il restait encore 2 jours au Congrès des États-Unis avant d'être ajourné pour la saison. Pendant les 2 mois suivants, les législateurs de la Chambre et du Sénat allaient quitter Washington et retourner dans leurs États respectifs. Dans l'après-midi, une résolution conjointe de la Chambre et du Sénat, la résolution numéro 218, rédigée par le député du New Jersey Chris Smith, exigeant que le régime chinois cesse de persécuter le Falun Gong, a été adoptée à l'unanimité. Les pratiquants ont appris la nouvelle le lendemain.
Nous venions de terminer une conférence de presse et tout à coup, M. Smith est entré avec sa grosse pile de papiers. Il les a posés sur la table et a dit « Je veux que vous soyez les premiers à savoir que la résolution a été adoptée. » Tout le monde s'est levé. Nous nous regardions les uns les autres sans oser y croire, comme si c'était un miracle. Selon la loi fédérale américaine, une résolution doit être rédigée par un membre du Congrès. Après le coparrainage par d'autres législateurs, le projet est soumis aux commissions compétentes du Congrès. Puis, le projet est soumis au vote de l'Assemblée après son adoption par les commissions. L'ensemble du processus prend généralement des mois, voire une année, et la résolution peut finir par être rejetée. Cependant, il a fallu moins d'un mois et plus de 72 coparrainages pour que le Congrès adopte la résolution numéro 218. Combien d'efforts les pratiquants ont-ils déployés pour obtenir ce miracle? Erping Zhang était porte-parole du Falun Gong à l'époque. En général, si vous voulez voir un membre du Congrès ou voir un de ses assistants, il faut suivre le protocole normal et prendre un rendez-vous à l'avance. Et vous devez vous habiller en costume cravate. En général, les personnes qui font du lobbying auprès du Congrès représentent de grandes entreprises ou des groupes de réflexion, c'est-à-dire des groupes ayant des intérêts particuliers. Ainsi, pour la première fois au Capitole, est arrivé un groupe de personnes, des bénévoles venant de tous les niveaux du peuple. Des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées et aussi des étudiants. Puis un jour, je me rappelle, l'assistant d'un député m'a dit « Nous n'avons jamais vu un groupe de lobbying comme celui-ci. Ce n'est pas pour faire de l'argent, ni dans un but égoïste, c'est pour d'innombrables personnes, très loin, de l'autre côté de la Terre. Ils se battent pour leurs droits de l'homme, pour gagner le soutien de la justice. C'était sans précédent. Le Congrès n'avait jamais vu cela auparavant. » L'adoption à l'unanimité de la résolution conjointe numéro 218 par la Chambre et le Sénat a montré que la législature fédérale des États-Unis, au nom de tout le peuple américain, avait pris une position officielle sur la persécution du Falun Gong en Chine. Cela a aussi provoqué une réaction très forte dans la société internationale. En même temps, cet événement sur la place Tiananmen a eu encore plus de répercussions dans la communauté internationale. La place Tiananmen, la plus grande place au monde, connue de tous les Chinois, a vu certains des plus grands bouleversements dans l'histoire de la nation au cours du XXe siècle. Après 1949, elle est devenue un symbole d'autorité et de pouvoir. C'est aussi un lieu où le peuple se rend pour exprimer sa voix. Dans les jours qui ont précédé le nouveau millénaire, cette place ancestrale a été témoin de scènes comme celle-ci tous les jours. Parmi ceux qui ont été battus en public par la police et par des agents en civil et qui ne se sont jamais défendus, il y avait des professeurs d'université très instruits, des femmes des zones rurales qui n'avaient jamais quitté leur village, des chefs d'entreprise millionnaires, des demandeurs d'emploi qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Les plus jeunes n'avaient que quelques mois. Et les plus âgés avaient plus de 70 ans. Ceux qui ont été témoins de ces scènes ont été impressionnés. Nous n'avons pas sorti à temps nos banderoles sur la place, n'est-ce pas? Au poste de police, nous avons soudain sorti une banderole face au ciel. La police a essayé de l'attraper encore et encore, mais les policiers n'ont pas pu l'attraper. Les disciples du maître ne disaient rien, ils ont juste levé la banderole. Falun Dafa est bon. Restaurer l'innocence de notre maître. Peu importe que la police les frappe, ils tenaient fortement les banderoles. Finalement, la police en a attrapé une et hop, ils ont sorti une autre banderole. C'était celle qui n'avait pas sorti sur la place Tiananmen. Ce qui se passait dans la cour de ce poste de police était tout simplement spectaculaire.
spectaculaire. Le cœur des disciples était à l'unisson. Ce n'était pas juste une ou deux personnes qui levaient les banderoles vers le ciel. Dans le récit de Madame Guo, il y a ce détail. Lorsque les pratiquants déploient leurs banderoles vers le ciel, cela donne un aperçu du véritable monde intérieur des pratiquants. Les pratiquants de Falun Gong considèrent que cette répression ne se produit pas seulement dans le monde humain et que ce n'est pas une simple persécution d'un gouvernement contre son peuple, mais c'est une guerre entre la droiture et la perversité dans l'univers. Voilà la force motrice derrière le sacrifice et la dévotion des pratiquants de Falun Gong. Dans l'histoire chinoise, chaque fois qu'il y a eu un conflit entre le gouvernement et le peuple, soit le peuple cédait, soit il résistait avec violence. Cependant, les pratiquants de Falun Gong, quand ils ont eu affaire à cette cruelle persécution, n'ont ni cédé ni eu recours à des moyens violents. Au contraire, ils ont persévéré jusqu'au bout en étant fermes et en utilisant des moyens pacifiques pour défendre leurs droits fondamentaux. Cela prouve qu'authenticité, bienveillance, tolérance de M. Liangzhe n'est pas un simple slogan. Au contraire, cela a changé ses pratiquants dans leur essence et aucune force extérieure ne peut le changer de nouveau. Plus tard, un internaute chinois a entendu parler de l'histoire des pratiquants de Falun Gong et il a écrit des mots sur un forum en ligne. Après 50 ans de règles oppressives, dire et faire des choses contre notre volonté est devenu une partie de la vie quotidienne de notre peuple chinois. Nous faisons des déclarations qui sont contre notre volonté, nous mentons contre notre volonté, nous invitons à manger et faisons des cadeaux contre notre volonté, nous versons et recevons des pots de vin contre notre volonté, mais à travers ces pratiquants de Falun Gong, j'ai vu que la conscience claire existe encore dans le cœur des Chinois, que l'intégrité est encore là et que le peuple chinois, après avoir été écrasé par le pouvoir despotique, peut se relever et a l'espoir de vivre avec dignité. C'est à ce moment charnière qu'un nouveau siècle a remplacé l'ancien, quand la droiture combattait la perversité. Le 19 janvier 2000, le site web Minghui a publié sur sa page d'accueil une photo de M. Li Hongzhi assis dans les montagnes, observant tranquillement ses élèves et les gens de ce monde après avoir quitté New York en juillet 1999. Au même moment, des sources crédibles ont révélé que Jiang Zemin et Luo Gan avaient eu une conversation secrète sur la question du Falun Gong à Pékin. Jiang a dit « Nous devons être impitoyables à leur égard, en particulier ceux qui font appel et ceux qui distribuent de soi-disant documents clarifiant la vérité. Une fois attrapés, battez-les à mort, on peut compter leur mort comme un suicide. Pas besoin d'identifier qui ils sont, incinérez le corps tout de suite. Salissez leur réputation, ruinez-les financièrement, détruisez leur corps physique. En général, on n'envoie pas de documents officiels écrits, seulement des téléx codés ou des communications orales sans signature. Nous pouvons les appeler instructions du Politburo, c'est tout. » Je crois que lorsqu'il a décidé de réprimer le Falun Gong, il a simplement pensé qu'il commencerait par arrêter quelques personnes et que toute la chose disparaîtrait et que ce serait fini. Mais il ne s'attendait pas à ce que les pratiquants de Falun Gong soient aussi résistants. C'était comme s'il était monté sur un tigre et qu'il ne pouvait pas en redescendre. Alors, il a pris des mesures de répression de plus en plus graves. Et cette chose est allée de plus en plus loin. De plus, la résistance du Falun Gong a été si tenace et adoptait des méthodes si pacifiques que la persécution exposait sa propre cruauté au cœur de l'action. Au début de l'année 2000, Luo Gan a commencé à faire le tour du pays pour communiquer les ordres secrets de Jiang Zemin. En février, Jiang Zemin lui-même est allé inspecter les soi-disant zones de répression inefficaces, dont le Guangdong. Au même moment, les sessions d'éducation et de transformation organisées par le gouvernement local et les départements de la sécurité publique ont aussi été institutionnalisées dans divers endroits, comme les centres de correction, les hôpitaux psychiatriques et les maisons de retraite. Les centres de détention, de garde à vue et les camps de travaux forcés ont aussi reçu l'ordre de transformer les pratiquants dans un certain délai. Accroupis sur le bout des orteils avec des punaises sous les talons. Une pratiquante de Chine continentale a montré les tortures qu'elle avait subies dans un centre de détention en raison de son refus de renoncer à sa croyance.
En même temps, ils vous font garder les bras en l'air, comme ça. Puis, ils accrochent des choses à vos mains, comme des chaussures ou d'autres objets lourds. Ils vous épuisent. Ils accrochent aussi des choses à vos oreilles et mettent des choses sur votre tête. Si jamais vous perdez l'équilibre ou si vous tremblez, ils vous frappent avec des matraques électriques. Le 17 janvier 2000, dans le centre de détention du district de Tianhe de la ville de Guangzhou, Tian Mingao, professeur de biologie à l'université de Xinan, a été gavé de force avec de la saumure et il est mort par suffocation. Le 21 février, dans le bureau de la rue Shengguan de la ville de Weifang, dans le Shandong, Shi Xiushen, ouvrière à la retraite, a été battue à mort. Le 25 mars, au centre de détention de Huai'an de Jiangsu, l'employé d'une banque, Zheng Ganzhang, a été battu à mort. Selon les statistiques sur les informations diffusées en mars 2000 pendant les sessions de l'Assemblée nationale populaire et de la conférence consultative politique, plus de 40 000 personnes ont été détenues. Plus de 5 000 personnes ont été envoyées dans des camps de travaux forcés. Plus d'une centaine de personnes ont été condamnées. À la fin de l'année, les cas prouvés de décès de pratiquants résultant de la torture avaient atteint le chiffre de 121. Même face à une persécution aussi cruelle, les pratiquants de Falun Gong s'en sont toujours tenus au principe authenticité, bienveillance, tolérance. Dans le plus hostile des environnements, leurs efforts ont changé le cœur des gens. J'ai un ami qui a aussi été envoyé dans un camp de travail. Une fois, la police a essayé de le forcer à abandonner sa croyance. Tu ne veux pas changer, alors tu vas voir ce que tu vas voir. En conséquence, un jour, ils l'ont amené dans une pièce. Environ 10 policiers se sont rassemblés autour de lui, l'ont déshabillé et lui ont versé de l'eau dessus. Puis ils lui ont infligé des électrochocs, avec plus de 10 matraques électriques chargées à bloc. Il n'est pas nécessaire que la matraque électrique te frappe. Le bruit et la lumière bleue qu'elle émet sont suffisants pour effrayer les détenus ordinaires et pour qu'ils implorent la pitié. Arrêtez, arrêtez. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Ils se rendent rapidement. Cependant, quand ce pratiquant éprouvait beaucoup de douleur sous les chocs électriques, il criait haut et fort « Falun Dafa est bon. Authenticité, bienveillance, tolérance. » Et il récitait à haute voix les enseignements de Maître Li, que les pratiquants appellent Jingwen. Les grands éveillés ne craignent pas les épreuves. La volonté taillée dans le diamant. Aucun attachement à la vie ou à la mort. Franc et sans obstacle, le chemin de la rectification de la loi. Il criait cela. Tout le monde dans le couloir pouvait l'entendre. Ils étaient tous impressionnés, y compris les policiers. À la fin, les matraques électriques étaient déchargées et les policiers ont abandonné, lui vouant du respect. Sacrifier sa vie et risquer d'abandonner sa famille pour garder le principe du ciel. En regardant le ciel, je ris. Laissez les démons et les divinités sangloter. Le ciel et la terre pâlissent. Par dizaines de milliers, nous nous levons pour authenticité, bienveillance, tolérance. En mars 2000, plus de 500 pratiquants de Falun Gong du monde entier se sont réunis à Genève, en Suisse. Ils ont lancé un appel au gouvernement et aux ONG participant à la 56e Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour mettre fin à la persécution du Falun Gong par le régime chinois et à sa violation des droits de l'homme. Le 20 mars, premier jour de la réunion de l'ONU, les pratiquants de Falun Gong ont tenu une conférence de presse au Club international de la presse. L'agence de presse d'État chinoise Xinhua a aussi envoyé des journalistes à la conférence de presse. C'était la première fois que les pratiquants étaient face à face avec des représentants chinois apparaissant devant les médias et le monde entier. Le PCC a envoyé quelques journalistes à la conférence de presse pour la saboter. Ils n'ont pas posé de questions, mais ils ont parlé en français. De toute façon, nous ne pouvions pas comprendre, car notre conférence de presse se déroulait en anglais. Alors, vous savez, un secte, il y a peur. C'était absurde. Nous voulions parler de cette persécution et dire la vérité. Les agissements de ces journalistes révélaient clairement
qu'ils avaient peur que la communauté internationale apprenne la vérité. De nombreux médias internationaux se sont intéressés et ont rapporté l'affaire. Le plus grand journal local de Genève a publié des photos et a rapporté que les correspondants du régime chinois avaient organisé un spectacle, à la fois metteur en scène et acteur, et s'étaient ridiculisés. Pendant le mois qu'a duré la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme, les pratiquants ont visité toutes les agences de liaison des pays membres à Genève. Ils ont pris la parole à 3 reprises lors de l'Assemblée et ont organisé 2 conférences de presse et une audition. Pendant ce temps, les protestations pacifiques des pratiquants chinois de Falun Gong sur la place Tiananmen étaient devenues quotidiennes. À en juger d'après les commentaires des spectateurs recueillis sur place, cette violente persécution de 9 mois était de plus en plus condamnée par la population. Le 4 mai 2000, 17 associations de Falun Dafa d'Europe, d'Asie, d'Australie et d'Amérique du Nord ont publié conjointement une déclaration pour consacrer le 13 mai, journée mondiale du Falun Dafa. C'était le premier printemps du nouveau millénaire. La détermination et la conviction des pratiquants de Falun Gong face à cette horrible persécution ont été fixées pour toujours à ce moment-là. Neuf jours plus tard, le site web Minkrui a publié Le cœur naturellement clair, un poème écrit par M. Li Hongzhi, le premier qu'il écrivait depuis le début de la persécution. Puis ensuite, il y a eu Aller vers la plénitude parfaite, référence à une prophétie, rationalité et une série d'articles pour guider les pratiquants dans la cultivation et la rectification de Fa, la loi de l'univers. Le changement rapide de la situation a fait prendre conscience aux pratiquants que la période la plus difficile était passée. Alors que les difficultés s'atténuaient progressivement, le parcours des disciples de Dafa pendant la rectification de Fa et les histoires de cultivation ont été gravées à jamais dans l'histoire de l'univers. Aujourd'hui, le site Minkrui est devenu la fenêtre du monde pour apprendre la vérité sur la persécution du Falun Gong. Mais le personnel de Minkrui n'oubliera pas les pratiquants en Chine qui ont discrètement créé, maintenu et développé ce canal d'information. Aujourd'hui, les gouvernements du monde entier ont appris à connaître les pratiquants de Falun Gong pour leurs actes pacifiques et leur rationalité. Les policiers n'oublieront jamais ces silhouettes aux cheveux blancs qui apparaissent devant les consulats chinois, qu'il pleuve ou qu'il vente jour après jour. De nos jours, dans toute la Chine, les gens peuvent tomber sur des documents clarifiant la vérité sur le Falun Gong. Les pratiquants qui ont fabriqué ces documents n'oublieront pas ceux qui ont offert un financement et un dévouement désintéressé. Le 21 octobre 2000, la conférence de partage d'expériences de cultivation du Falun Dafa de l'ouest des États-Unis a eu lieu à San Francisco. Les pratiquants se souviennent encore qu'en juillet 1999, en route pour la conférence de San Francisco, M. Li Hongzhi a entendu les nouvelles de la persécution et a annulé son voyage à mi-chemin. Cette fois-ci, 15 mois plus tard, les pratiquants ont eu la chance de se retrouver avec leur maître en personne. Accueillons notre maître vénérable avec des applaudissements enthousiastes. Quand le maître est apparu, c'était un sentiment de retrouvailles attendu depuis longtemps. Les mots manquent pour le décrire. Tout ce dont je me souviens, c'est l'ovation et les longs applaudissements. On était vraiment très contents. C'était vraiment un moment rare.
Lorsque le maître est apparu et a commencé à parler, même si pendant cette période la plus difficile, nous ne pouvions pas être ensemble avec le maître, nous avions l'impression que le maître savait tout ce que nous avions fait et pensé. Il y a longtemps que je ne vous ai vu. Vous le saviez déjà. À l'époque, les forces perverses couvraient vraiment le ciel et la terre, étaient considérablement grandes. Ces choses sont déjà détruites. Il ne reste que les personnes perverses qui donnent un spectacle. En plus, toutes les personnes ayant des pensées droites, cela ne désigne pas nos élèves, tous les gens ordinaires ayant des pensées justes, sont en train de réagir pour contester cette affaire. C'est parce que la perversité dans le passé restreignait l'homme. Après l'élimination de cette perversité, les gens deviennent tous lucides. Ils sont en train à nouveau d'examiner tout cela, de regarder tout cela. Les mensonges, les illusions vont être démasquées un par un. Après de nombreuses tribulations, les retrouvailles tant attendues étaient enfin arrivées. Monsieur Li Hongzhi est apparu de nouveau et a enseigné le Fa. Les pratiquants ont pris conscience que leur cultivation et la rectification de Fa étaient entrées dans une nouvelle phase de l'histoire.